tranquillement. De toute façon, le webinaire prévu sur 1 heure. Donc, ce qu'on vous propose, c'est en 3 temps. Dans un premier temps, replacer un peu le contexte et nous, côté la coopération agricole, comment on aborde ce sujet de financement, puisqu'on a pris la parole assez récemment sur ces sujets-là. Donc, je vais vous rappeler un peu ces propos et en tous les cas un peu le contexte là-dessus. Puis après, je laisserai la main à Sophie et Marie pour présenter un peu aujourd'hui ce que propose Mimosa justement dans l'accompagnement des structures de l'agroalimentaire sur ces transitions écologiques et la question ô combien importante du financement et des investissements. Et donc après, comme je vous le disais, un temps plus dédié sur les échanges, donc un temps dédié aux questions et réponses, si vous n'avez pas eu toutes les réponses dans la présentation de Sophie et de Marie. Donc voilà. Voilà. Donc, fonctionnement, hein, vous savez, je le répète, pour ceux qui parlent pas, on enlève la vidéo, on coupe les micros, et puis n'hésitez pas aussi, on a interaction directe dans le chat, ou sinon, donc, dans la dernière partie. Ok, et ben, let's go, c'est parti. Donc, côté la coopération agricole, comme je vous dis, c'est un sujet qu'on aborde depuis peu de temps et sur lequel on prend la parole. Donc, vous le savez bien, hein, on a un secteur de l'agroalimentaire qui est au cœur des attentes sociétales, hein, que ce soit aussi bien des sujets environnementaux, avec aujourd'hui quand même beaucoup de sujets liés au changement climatique. Et d'ailleurs, petit rappel, la coopération agricole a fait une conférence le 18 février dernier avec un objectif assez ambitieux de contribuer à la neutralité carbone en 2035 pour les coopératives agricoles. Donc assez ambitieux, hein, puisque normalement c'était plutôt en 2050. Donc voilà, un enjeu fort pour nos coopératives agricoles et agroalimentaires pour les prochaines années sur la lutte contre le changement climatique. On a aussi des enjeux sociaux forts, puisque secteur des industries agroalimentaires est le premier secteur industriel employeur en France. Donc voilà, et avec aussi des questions d'attractivité du secteur de l'agroalimentaire, puisqu'il y a des difficultés de recruter sur certains postes, et donc des enjeux économiques aussi derrière. Fort. Donc on est vraiment à l'intersection dans le secteur de l'agroalimentaire sur les 3 piliers du développement durable. Comme ça, je ramène toujours ça au sujet de la RSE, parce que j'aime bien ça. Mais donc voilà, on a vraiment un besoin, en tous les cas, d'adéquation entre compétitivité et transition sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Comment une industrie de l'agroalimentaire peut rester compétitive en répondant aux différentes attentes sociétales, qu'elles soient environnementales, sociales, d'ancrage territorial. On a aussi ce sujet qui est de souveraineté alimentaire, hein, qui revient fort depuis une année du fait de la Covid. Donc ça, on a des enjeux assez forts. Et comme je vous disais, côté la coopération agricole, on porte en tous les cas plusieurs positions dans le débat public depuis quelques mois, depuis 6 mois, hein, depuis un semestre. On a été beaucoup impliqué sur tout ce qui était le plan de relance, sur les volets agricoles, agroalimentaires. On a été pas mal consulté et on est toujours relais sur les différentes dispositions qui sont mises en place. Donc là, on voit en tous les cas qu'il y a un support de l'État via le plan de relance, mais on va dire c'est pas forcément des financements sur du temps long, hein, puisqu'il y a déjà pas mal de mesures prévues dans le plan de relance qui sont déjà complètement pourvues, hein. On va avoir aussi dans le débat public, on a porté pas mal de propositions sur le PLF, le projet de loi de finances de 2021, où il y a une de nos mesures qui a été retenue, et qui était portée par plusieurs acteurs, sur tout ce qui était le crédit impôt HV. Et on a d'autres demandes qu'on a eues sur tout ce qui était les fonds de transition agroécologique, le fléchage de crédit recherche vers la recherche de solutions, le paiement pour services environnementaux qui aujourd'hui n'ont pas été reprises dans un PLF, mais on reste avec cette volonté en tous les cas d'intégrer de plus en plus ces besoins-là de financement sur le long terme pour accompagner les transitions agroécologiques. Et dernier élément aussi, là-dessus, sur les prises de parole et le contexte, on a réalisé une conférence de presse le
16 décembre dernier ou le 18 décembre, en tous les cas à mi-décembre, sur ces sujets en tous les cas, avec quelques chiffres que je vous cite comme ça, que nous avons cités. Un premier chiffrage qui avait été fait par I4CE et Agrest sur les besoins des IA, sur les investissements changement climatique, plus les investissements environnementaux, ce qui représentait à peu près 1,5 milliard d'euros, donc 85% sur l'aval. Et ça, c'est des besoins d'investissement annuels. Donc ça représente quand même une somme assez importante, en sachant qu'on a quand même des structures IA qui sont pas mal fragilisées du fait de la Covid, donc des besoins en investissement difficiles à sortir pour les structures de l'agroalimentaire, 1,5 milliard annuel pour assurer les investissements sur ces transitions environnementales. Et un autre chiffrage avait été fait pour montrer quand même qu'il y a des besoins assez importants sur ces questions de transition agroécologique, environnementale. C'est un sondage, un chiffrage qui avait été réalisé par l'ANIA dans le cadre de la loi AGEC. La loi AGEC, c'est quoi? C'est la loi qui a été faite en février 2020 sur le sujet économie circulaire et anti-gaspillage. Donc vous avez beaucoup de mesures sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur la réduction des emballages. Et donc on avait un chiffrage qui a été fait à peu près à 7 milliards d'euros, donc 6,8 milliards d'euros de chiffre de l'ANIA. Donc on voit quand même des demandes d'investissement assez importantes là-dessus, de financement en tous les cas pour suivre en tous les cas les différentes obligations réglementaires qui arrivent. Et puis on a à nouveau une loi qui va arriver en septembre prochain sur ces sujets environnementaux, la loi climat et résilience qui est actuellement en débat au Parlement. Et donc les sources de financement pour les acteurs de l'agroalimentaire ne peut pas se résumer à la seule capacité d'investissement des entreprises. Et il y a vraiment une nécessité d'un soutien, que ce soit collectif ou de différents acteurs, pour pouvoir participer à ces financements, pour assurer les transitions agroécologiques, sociétales, des choses comme ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le communiqué de presse que nous avons diffusé donc à la mi-décembre sur ces questions de financement des transitions agroécologiques. Donc voilà un peu juste le petit contexte. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mimosa, à Sophie et Marie, parce que justement, en fait, sur ces sujets-là, on pense que Mimosa peut proposer des solutions intéressantes pour répondre à ces différents enjeux de financement pour assurer les transitions agroécologiques. Oui, merci Benjamin. Donc Marie, voilà, je prends la parole. En guise d'introduction, peut-être avant de vous présenter Mimosa et les projets que l'on a accompagnés, quelques mots sur le financement participatif. Le financement participatif ou crowdfunding, financement par la foule, on entend les deux termes, c'est un mode de financement qui met en relation des porteurs de projets avec des citoyens qui vont contribuer financièrement à la réalisation de ce projet. Le financement participatif dispose de 3 grandes verticales pour répondre aux besoins du porteur de projet. La première, c'est le don, qui représente environ 20% des volumes. La seconde, c'est le prêt, qui représente là vraiment les 3/4 des volumes du financement participatif. Et la troisième verticale, c'est l'investissement en capital, qui est là beaucoup plus minoritaire et qui va représenter moins de 10% du marché. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un engouement très fort pour ce mode de financement des intermédiaires et qu'en 5 ans, les volumes ont été multipliés par 6 pour, en 2020, finalement, dépasser le milliard d'euros financés. Alors, Mimosa, dans tout ça, Mimosa intervient sur le don, s'est lancé en 2015 sur le don et se développe depuis quelques années sur le prêt. Je passe la parole à Sophie pour vous présenter Mimosa. Oui, rebonjour à ceux qui nous ont rejoints. Du coup, par rapport à ce que disait Marie, Mimosa, on intervient sur une verticale qui est celle de l'agriculture et de l'alimentation. C'est lié à une conviction et une vision qu'on a chez Mimosa, qui est qui est la suivante. En fait, la transition agricole, selon nous, est le meilleur moyen de résoudre les grands enjeux du 21e siècle. Quand on parle d'environnement, de climat, de démographie, d'énergie,
d'alimentation ou de santé, on est convaincu que c'est à travers la transition agricole qu'on pourra répondre à ces grands enjeux. Et on est convaincu d'une seconde chose, c'est qu'on est collectivement concerné par ces enjeux et donc collectivement concerné par la transition agricole. Et donc l'ambition de Mimosa, c'est à la fois d'inviter les agriculteurs et de les soutenir dans cette démarche de transition, mais également de responsabiliser les autres parties prenantes, notamment les citoyens, les consommateurs, mais aussi les entreprises et donc par exemple les coopératives. Et donc à travers notre plateforme de financement participatif, l'idée c'est de réunir l'ensemble de ces acteurs et de les faire se rencontrer au service de la transition agricole. Peut-être qu'on peut avancer d'une slide. Quelques chiffres aussi pour vous présenter un petit peu l'activité. Mimosa, on existe depuis 6 ans, en France et en Belgique depuis maintenant 3 ans. On est une équipe de 35 personnes, alors réparties donc entre la France et la Belgique, mais également dans les différentes régions françaises. On a des gens qui sont à Paris, des gens qui sont en Normandie, qui sont à Lyon, qui sont en PACA, qui sont en Aura. Donc voilà, on maille un petit peu le territoire de cette manière-là. Aujourd'hui, on a accompagné 4000 porteurs de projets, essentiellement des exploitants agricoles, mais également des entrepreneurs de l'alimentation. Donc, ils vont plutôt être sur des actions de transformation. Je pense à des brasseries, mais également à des épiceries ou à des restaurateurs. On accompagne à peu près, du coup, 150 projets par mois, à la fois en dons et en prêts rémunérés, ce qui représente à date une collecte de 50 millions d'euros, collectés donc auprès des citoyens, mais aussi des entreprises. C'est une spécificité de Mimosa, c'est qu'on est aujourd'hui une profession réglementée, donc on dispose des mêmes agréments que peuvent avoir la profession bancaire, et donc on est en mesure de collecter de l'argent à la fois auprès de personnes physiques, donc vous et moi, mais également auprès de personnes morales. Une coopérative peut par exemple investir de l'argent via Mimosa dans des projets de transition agricole. Aujourd'hui, Mimosa, c'est à peu près 300 000 membres qui nous suivent et qui contribuent à des projets. Et en termes d'écosystème, on ne travaille pas tout seul. Ces chiffres-là, on ne les aurait pas atteints seuls. On travaille avec un ensemble de partenaires institutionnels. Je pense notamment aux consulaires, chambres d'agriculture en tête, des syndicats agricoles, des associations sur le terrain. Et donc ça représente à peu près 2000 partenaires qu'on nomme institutionnels qui aujourd'hui identifient et redirigent des projets vers Mimosa et auprès de qui on redirige également des projets, puisque Mimosa, on accompagne sur la partie financement, mais on n'accompagne pas forcément sur la partie technique. Et donc, il nous arrive fréquemment de rediriger aussi des porteurs de projets vers les bons réseaux. Et puis, on a également 40 entreprises partenaires de Mimosa. Ce sont derrière des industriels, des coopératives, des distributeurs qui s'engagent aujourd'hui aux côtés de Mimosa pour accompagner la transition de leur filière. Et j'y reviendrai au cours de cette présentation. Dernière chose, on parle de verticale agricole alimentaire pour que vous compreniez aussi ce que ça veut dire derrière, en fait, les thématiques, les filières qu'on accompagne. On accompagne toutes les filières dans le monde agricole, comme on a pu le rappeler sur cette slide. Dans l'agroalimentaire, je vous parlais de transformation. Donc la transformation, pareil, dans toutes les filières. Et puis ensuite, on retrouve pas mal de projets sur la brasserie, les vins et spiritueux, la distribution alimentaire. Je parlais d'épicerie, par exemple, et quelques projets aussi dans la food tech. Et une thématique qui est aussi très représentée chez Mimosa et croissante, ce sont les énergies renouvelables. On a de plus en plus de projets, notamment en méthanisation et en solaire, qui sont accompagnés par Mimosa et qu'il est, on le verra, très intéressant d'accompagner via du financement participatif dans le cadre de leur plan de financement. Alors, Mimosa propose 2 solutions de financement pour accompagner les porteurs de projets. Le premier, c'est le don, on l'a évoqué en introduction. Ici, là, le porteur de projet va faire une collecte de fonds en échange de contreparties, qu'elles soient physiques, des produits, des paniers de légumes, ou expérientielles, donc des séjours ou des activités à la ferme, par exemple. C'est un outil qui est finalement très grand public et qui va permettre de recréer du lien social entre le monde agricole et les citoyens.
On démarre à 1 000 euros jusqu'à un record chez Mimosa de 150 000 euros, sachant que là, la collecte moyenne s'établit à plutôt aux alentours de 6 500 euros. Alors, depuis 3 ans, Mimosa propose également une seconde offre de financement qui est le prêt et obligation simple. Donc là, c'est un emprunt auprès de citoyens et de personnes morales dont les caractéristiques sont très flexibles. On démarre à 15 000 euros. On peut monter jusqu'à 3 millions d'euros. La durée entre 3 mois et 7 ans. On choisit la périodicité de remboursement, donc mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Et également, on peut mettre en place du différé d'amortissement pour donner du souffle à la trésorerie. Alors, on a 3 grands cas d'usage quand un porteur de projet vient faire une collecte en prêt participatif. On peut peut-être avancer. Le premier, c'est la simplicité de ce financement. C'est un financement sans caution et sans garantie, ce qui vous permet de financer à peu près tout ce que vous voulez, et à savoir notamment ce qui n'est pas ou peu financé par les autres acteurs. Donc, typiquement, du BFR, des projets de diversification, du matériel d'occasion, des frais de communication, marketing, ou encore des investissements immatériels. Une collecte chez Mimosa, c'est souvent finalement l'occasion de se lancer dans une nouvelle démarche. Et on a près de 2/3 des agriculteurs chez Mimosa qui ont déclaré avoir financé leur premier projet de transition agroécologique via Mimosa. Le deuxième cas d'usage, c'est la rapidité d'intervention entre le dépôt de la demande qui se fait entièrement en ligne et de bout en bout, on est capable de vous financer sous une semaine. Les collectes sont également très, très rapides. Enfin, le dernier cas d'usage, il est moins d'ordre financier, mais plutôt au niveau de la communication, notoriété de l'entreprise qui veut faire valoir ses actions et son projet. Quelques statistiques issues de notre rapport d'impact réalisé l'été dernier auprès de plus de 5 000 répondants. On a plus de la moitié des porteurs de projets qui déclarent que des emplois ont été créés à la suite de la collecte et qu'ils ont eu accès à de nouvelles opportunités professionnelles. Alors que ce soit des retombées commerciales directement ou la conclusion de nouveaux partenariats, en tout cas des nouvelles opportunités professionnelles. La collecte Mimosa est finalement perçue comme un accélérateur dans la vie de l'exploitation, la vie de l'agriculteur ou de l'entrepreneur. Alors, si on avance avec les coopératives, peut-être même encore celle d'après, nous travaillons sous 3 axes. Le premier, c'est finalement financer directement la coopérative pour ses projets. Le second axe, c'est accompagner la coopérative dans ses engagements RSE au travers d'un dispositif de communication sur mesure ou le lancement d'un appel à projet. Et le dernier axe, c'est venir financer les besoins directement, les besoins de financement des adhérents. Alors, démarrons sur le premier axe. Pourquoi une coopérative vient se financer sur Mimosa? Qu'est-ce qu'elle y trouve? Eh bien, tout d'abord, parce que le financement participatif, qui est un financement désintermédié, c'est finalement le prolongement assez naturel de l'esprit coopératif qui anime les coopératives et sur lequel elles se sont fondées. On est plus fort ensemble et on est porté par le groupe et l'entraide collective. On a vraiment cet état d'esprit-là dans le financement participatif. Ensuite, parce que les coopératives sont définitivement ancrées dans leur territoire et que le financement participatif, avec Mimosa, on est capable de lancer des collectes en réservant l'accès à un groupe de personnes, que ce soit des collaborateurs, les adhérents, plus largement encore l'écosystème ou à une zone géographique, par exemple les départements sur lesquels la coopérative est implantée. Une collecte chez Mimosa, ça devient alors là un outil de développement du territoire. Ça permet également de faire valoir vos initiatives, précisément celles que vous engagez sur le volet des transitions agroalimentaires ou énergétiques. Mimosa, ça devient alors une caisse de résonance de vos actions auprès du grand public.
Ça, c'était les premiers points que je voulais vous rappeler. Et puis, enfin, sur un aspect peut-être plus financier, les coopératives que l'on a déjà financées ont apprécié la rapidité de nos interventions, ce que j'évoquais tout à l'heure. Avoir recours à un financement innovant et flexible s'intègre parfaitement dans une stratégie de diversification des sources de financement. Alors, 2 exemples pour illustrer cela. Le premier qu'on voulait vous partager, c'est le cas de la coopérative agricole Provence-Languedoc, qui intervient, donc CAPL, qui intervient sur le quart sud-est de la France. On a financé le groupe CAPL à 2 reprises, en 2019 et 2020. Donc 2 collectes, l'une de 500 000 €, celle que vous voyez là, et puis une autre de 800 000 €, donc fin d'année dernière. On l'a accompagné sur l'acquisition de l'outil industriel d'une société qui s'appelle le Panier Provençal, qui est le premier transformateur de tomates en France. Cette acquisition répondait à des enjeux de filière, puisque 71% de la production du Sud-Est est valorisée dans cet outil, mais également à des enjeux économiques locaux. Et puis, d'un point de vue transition, ce projet s'inscrivait également dans une démarche de réduction du coût énergétique de l'usine et d'une agriculture raisonnée et bio. Voilà le premier exemple. Le second, SICABA, Société d'intérêt collectif agricole de Bourbon-l'Archambault, qui exerce dans l'Allier depuis 60 ans. On peut peut-être passer à la slide suivante. On a accompagné donc SICABA, la coopérative, à hauteur de 500 000 € sur un plan de financement qui était plus global, bien sûr, un plan de financement d'environ 2 millions d'euros, pour financer le rachat de l'abattoir public de Vichy. Alors, le projet, les objectifs étaient doubles. Le premier, c'était d'augmenter de 30% la production de porcs fermiers et de 50% la production de porcs biologiques. Et en termes d'impact, le projet permettait de favoriser une production et une transfo locale, de pérenniser près de 20 000 emplois de manière directe et indirecte. Alors, le deuxième axe, pardon, excusez-moi, je vais passer la parole à Sophie du coup. Du coup, merci Marie. Donc, on a vu en premier axe la manière dont Mimosa peut accompagner les coopératives à financer leurs projets coopératifs pour différentes raisons à la fois d'image et de financement. La deuxième chose, c'est que Mimosa intervient aujourd'hui pour accompagner des coopératives à incarner, à faire connaître leurs engagements. Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans un monde où, vous le savez, les consommateurs sont de plus en plus en attente et on demande d'actions vertueuses, d'actions durables de la part des marques. Et aujourd'hui, à travers leurs marques, les coopératives sont aussi en mesure de faire bouger les lignes et d'accompagner les changements demandés par les consommateurs. Et en fait, Mimosa peut servir d'un tiers de confiance, d'un intermédiaire dans ce travail de communication de vos engagements auprès des consommateurs. Comment on fait? En fait, on met à disposition des dispositifs de communication sur mesure qui permettent de décliner la stratégie RSE de la marque, de la coopérative. Je vous donne un exemple. Vous avez un certain nombre d'engagements, par exemple, autour du zéro résidu de pesticides. J'y viendrai après. Vous pouvez, par exemple, accompagner certains de vos adhérents sur des projets qui répondent à cette ambition et de cette manière, incarner très concrètement auprès des consommateurs la manière dont l'ambition est déclinée par vos adhérents. Et Mimosa vous permet en fait, à travers les outils du financement participatif, donc sa plateforme, mais aussi des outils dédiés qu'elle peut vous mettre à disposition, de faire connaître le plus simplement du monde, de manière très pédagogique et de manière très participative et collaborative. On revient à l'esprit finalement coopératif, les actions qui sont menées par vos adhérents. La manière dont ça peut s'incarner également, c'est de lancer par exemple un appel à projet auprès de vos adhérents ou alors ouvert auprès d'une filière en général
sur une thématique précise. On peut parler du circuit court, on peut parler du carbone, on peut parler d'autres choses. On avait un échange récemment avec une coopérative sur les légumineuses, par exemple. Et la coopérative peut dire, bah voilà, je m'engage, moi, à valoriser, à mettre en avant les adhérents coopérateurs qui lanceront un projet en lien avec cette thématique. Et donc, je les mettrai en avant à travers les outils de communication que je suis en train de réaliser avec Mimosa, et je pourrais même cofinancer leur collecte auprès des citoyens en donnant, en abondant cette collecte, donc via du don, ou alors en investissant dans cette collecte via du prêt. Vous avez quelques exemples sur cette slide. On pourra y revenir hein, il y a une petite période de questions-réponses à la fin pendant laquelle on pourra aussi revenir dessus. Mais vous voyez un certain nombre d'entreprises avec lesquelles Mimosa aujourd'hui travaille sur différents projets. Et donc, je vais vous en décrire deux plus particulièrement, peut-être celui de Danone et celui d'Invivo. Alors, Invivo, pour vous montrer un peu le travail qu'on peut faire avec une coopérative, aujourd'hui, en fait, on a rencontré Invivo qui souhaitait incarner ses engagements auprès du secteur horticole, notamment de soutenir le renouvellement des générations dans le secteur horticole et d'encourager des pratiques durables dans le secteur. Et en fait, ce qu'on a proposé à Invivo, ce que Mimosa a proposé à Invivo, c'était de lancer un appel à projet auprès de jeunes horticulteurs français pour les accompagner dans leur installation et dans la mise en place et le suivi de pratiques durables. Et derrière, on avait des engagements de Invivo. Alors non pas des engagements en termes d'abondement ou d'investissement dans le projet auprès des citoyens, mais des engagements contractuels auprès de ces jeunes horticulteurs pour sécuriser le lancement de leur activité. Concrètement, on a réalisé ce qu'on appelle un site vitrine que vous pourrez aller voir sur la presse via le petit bouton Je découvre, qui s'appelle tout simplement invivoretail.mimosa.com. Donc un site vitrine qui nous sert pour communiquer sur la démarche et qui nous sert pour recueillir les inscriptions des horticulteurs à cet appel à projet. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à l'activation de tous les partenaires de Mimosa. Donc, on est allé voir les chambres d'agriculture, on est allé voir les associations sur le terrain pour identifier des horticulteurs qui seraient intéressés pour rejoindre cet appel à projet. Puis, on a accompagné ces personnes et on a animé toute cette démarche via une communication dédiée, donc sur les réseaux sociaux, via nos newsletters, via des relations presse, etc. Aujourd'hui, c'est une opération qui est encore en cours, hein, qui est tout juste lancée. On a déjà quelques résultats à présenter. Alors, on a embarqué 20 partenaires qui s'assurent auprès d'Invivo et auprès de Mimosa du relais de l'opération. Et on a 5 projets qui sont en cours d'analyse, donc à la fois pour un accompagnement en pré-rémunéré par Mimosa, en complément d'autres sources de financement qu'ils peuvent avoir, donc financement traditionnel bancaire ou autre, et on a un peu de retombées presse aussi autour de cette opération. Alors ça, c'était un exemple avec une coopérative. Je peux également vous parler d'un exemple qui est un petit peu plus ancien et donc sur lequel on a aussi un petit peu plus de recul et de résultats. C'est le travail qu'on mène avec le groupe Danone. Le groupe Danone qui avait une ambition de réduire l'empreinte carbone du groupe de 15% d'ici à 2025 et qui s'est rendu compte que cette empreinte carbone était en grande partie liée à la production laitière et donc aux éleveurs qui fournissent la matière première, le lait, à Danone. Et donc, le groupe s'est dit, je vais accompagner mes éleveurs laitiers partenaires à réduire leur empreinte carbone dans le but de réduire l'empreinte carbone du groupe Danone. Pour ça, Danone s'est entouré de plusieurs partenaires, notamment l'Institut de l'élevage, qui est le partenaire technique de l'opération et qui est en charge de réaliser des diagnostics qu'on appelle CAP2ER sur les exploitations pour sensibiliser les éleveurs à l'empreinte carbone et réaliser ce qu'on appelle un plan d'action qui va lister et budgétiser avec les éleveurs les différentes actions qui peuvent être menées sur l'exploitation
pour réduire l'empreinte carbone de l'exploitation. Parmi ces actions, il peut y avoir par exemple le fait de planter des haies ou de mettre en place un pâturage tournant. Une fois que l'éleveur a son plan d'action défini, c'est là que Mimosa intervient pour 2 raisons principales. À la fois pour cofinancer le projet auprès des citoyens et donc décharger une partie du financement de l'éleveur auprès des citoyens. Et puis, deuxième chose, pour embarquer ces citoyens et communiquer positivement sur la filière. Un des objectifs de Danone derrière, c'était aussi de refaire de la communication positive sur une filière qui peut être un peu malmenée en France aujourd'hui. Et donc, comment on a travaillé très concrètement? Mimosa, on a formé les équipes Danone et on a formé des éleveurs partenaires de Danone. Donc, ça veut dire qu'on est allé en usine de Danone les soirs pour former les éleveurs par petits groupes, pour les former au financement participatif, mais également à l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux, puisqu'on n'a pas forcément des personnes qui sont toujours à l'aise, puisqu'on a des éleveurs ici qui ne sont pas forcément aussi sur des filières courtes, donc en lien direct avec des consommateurs, mais des éleveurs qui sont inscrits dans des filières longues et qui, finalement, livrent 100% de leur production à Danone. Et donc, on a travaillé sur ces éléments-là. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 150 éleveurs sur des collectes de financement participatif avec un financement citoyen et un cofinancement à chaque fois de Danone à hauteur de 50% des investissements à réaliser par l'éleveur sur son exploitation. Voilà un peu le genre d'opération que nous pouvons mener pour concrétiser et illustrer les engagements RSE des entreprises, des coopératives. Et je laisse la main à Marie pour la suite et on pourra y revenir pendant les questions. Le dernier axe est celui du financement de vos adhérents. En présentant Mimosa, finalement, vous proposez à vos adhérents des outils innovants, flexibles et rapides, on l'a vu, de financement. Et ainsi, vous pouvez leur proposer des solutions de financement dans la mise en place de leurs pratiques, que ce soit labellisation, HVE, conversion bio, diversification. Ça, c'est vraiment ce que l'on fait au quotidien. Une collecte de financement participatif, c'est aussi un moyen pour vous de renforcer les liens entre la coopérative et vos adhérents. Par exemple, alors on a eu ça aussi comme cas d'usage, en plaçant de la trésorerie directement chez les agriculteurs, en prenant part à la collecte qui est lancée. Et par le biais d'une collecte Mimosa, c'est aussi finalement inviter votre écosystème à devenir acteur, ambassadeur, véritable soutien des projets de vos adhérents. Alors, on va vous présenter deux derniers exemples, l'un en don que Sophie va présenter et l'autre en prêt. Oui, pour filer l'exemple que je vous présentais avec Danone, vous avez là un projet porté donc par un éleveur qui s'appelle Fernand, qui est sur une belle exploitation déjà, 120 vaches laitières et 280 hectares de culture, qui vend donc l'intégralité de son lait à Danone, donc via une usine pas très loin de l'exploitation, et qui, dans le cadre de l'appel à projet lancé par Danone en collaboration avec Mimosa, qui s'appelle les 2 pieds sur terre, d'ailleurs, j'aurais pu le mentionner, a réalisé une collecte en dons avec contrepartie sur un projet de microméthanisation. Il avait un besoin de 300 000 € au total. On aurait pu l'accompagner en prêt rémunéré d'ailleurs sur cet exemple, mais on est arrivé un petit peu en bout de chaîne et les différents financements avaient été clôturés auparavant. Mais il a quand même réalisé une très belle collecte, puisque quasi 12 000 €, vous vous rappelez de la collecte moyenne que mentionnait Marie en dons avec contrepartie, qui est de 6 500 €, qui lui a permis de faire connaître aussi sa démarche en local, d'inviter les personnes à venir récupérer des contreparties sur l'exploitation, à venir visiter l'unité de méthanisation également sur l'exploitation, et donc de faire aussi de la pédagogie par rapport à cette démarche. Deuxième exemple. Le deuxième exemple qu'on voulait vous présenter, vous partager, donc les tomates d'Oitou. Ce projet rassemble 3 hommes, 2 jeunes qui s'installent en tant que jeunes agriculteurs, aux côtés d'un autre producteur de fruits et légumes, lui installé depuis 28 ans.
Ils ont pour projet de bâtir ensemble 4 hectares d'éco-serres pour produire des tomates au cœur de leur région. Alors, les tomates d'Oitou, c'est avant tout un projet agricole axé sur la transition écologique, des fruits et légumes produits en économie circulaire. Et ils s'engagent dans le label zéro résidu de pesticides. Les tomates d'Oitou, c'est aussi un projet de territoire qui a permis de créer des emplois, une 60aine d'emplois à temps plein. Et la collecte Mimosa leur a permis de consolider leur plan de financement et de lancer concrètement leur projet aux côtés de 3 autres partenaires bancaires. Donc là, on a fait une collecte de 400 000 € qui a été soutenue par les paysans de Rougeline. Voilà un aperçu de ce que nous faisons. Et je vous remercie de votre attention et on écoute vos questions. Oui, merci Marie et Sophie pour avoir présenté un peu toutes les possibilités qu'offrait Mimosa et puis l'illustration avec 4 exemples sur des projets que vous avez menés. Je ne sais pas si maintenant on va passer donc effectivement à la séquence de questions-réponses. Je ne sais pas. Bien sûr, la présentation, on vous enverra ça, ainsi que le replay. Tout cela sera envoyé très rapidement. Et après, je ne sais pas si donc sur ce qui a été présenté, il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Donc n'hésitez pas à lever la main et poser votre question. Allez, c'est toujours la première la plus compliquée. Allez, Monsieur Fitoussi, allez-y. Oui, bonjour, j'avais une question concernant finalement le choix des projets. Est-ce que vous avez un comité qui valide les projets déposés et où vous fixez le réel degré d'engagement dans les transitions agroécologiques? Voilà. Est-ce que, pour caricaturer, je veux créer une exploitation de 1 million de volailles ou de 2000 vaches, pardon, pour pas copier un autre. Est-ce que c'est validé quand bien même ça serait des énergies renouvelables, une démarche agroécologique, etc. Comment vous retenez ou non les projets, s'il vous plaît? Je me lance sur la réponse et puis je laisserai Marie me compléter. Alors, on analyse les projets différemment selon que c'est un projet en don avec contrepartie ou en prêt rémunéré. On a des premiers critères d'éligibilité qui sont effectivement le respect des valeurs du financement participatif, du financement sociétal. Donc, on veut s'assurer qu'on a une personne qui a compris aussi que c'était une manière de communiquer auprès du grand public, mais du coup, d'avoir une personne qui a la volonté aussi de le faire. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est celui de porter un projet effectivement en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Jusque-là, c'est facile. Et le troisième, c'est effectivement de porter un projet de transition. Alors, en réponse aux enjeux climatiques et environnementaux, mais également des transitions économiques et sociétales que peuvent porter les projets agricoles. Sur ça, soit on va se greffer au cahier des charges de nos partenaires, puisqu'on travaille avec, comme on vous l'a dit, un certain nombre d'entreprises par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on va aussi pouvoir s'appuyer sur leur propre cahier des charges. Soit on va effectivement s'appuyer sur un échange avec des partenaires techniques du projet. Je vous le disais en introduction qu'on travaillait aujourd'hui avec un réseau de 2000 partenaires institutionnels. Sachez qu'il y a un projet sur 2 parmi les projets accompagnés par Mimosa qui nous sont directement redirigés par ces partenaires. Et donc, qui sont autant de personnes vers qui on peut se tourner aussi pour s'assurer de la fiabilité du projet. Et puis ensuite, on n'a pas de position dogmatique sur la transition agricole. En fait, on accompagne tous les projets qui ont une démarche de mieux produire derrière. Donc voilà, c'est ça qu'on va aller chercher. On peut refuser effectivement des projets, on en refuse. Pour information, en don avec contrepartie, on va accompagner 60% des projets
qui viennent vers nous, là où en prêt rémunéré, on va en accompagner 5%, puisque en plus de cette première analyse dont je vous ai parlé, il y a une autre analyse qui s'y ajoute, qui est une analyse financière du projet, sur laquelle je pourrais laisser Marie compléter, et qui forcément va de fait éliminer quelques projets, puisqu'en fait, nous, on se doit aussi d'accompagner des projets qui seront a priori en capacité de rembourser les épargnants qui font confiance à Mimosa et qui viennent sur Mimosa pour investir leur argent dans des projets. Oui, exactement. Comme le dit Sophie, et pour pas faire de redondance, sur le prêt, on a également une analyse financière pour s'assurer de la capacité de remboursement de l'emprunteur auprès des prêteurs, qui sont encore une fois des citoyens qui prêtent directement et qui placent leur épargne dans ces projets-là. Donc, on se doit d'avoir ce filtre-là et cette analyse fine. Cela dit, on reste, on essaye d'accompagner au maximum les porteurs de projets, avec aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la flexibilité en termes de caractéristiques, du différé d'amortissement très souvent, pour donner du souffle aussi à la trésorerie. Voilà. Merci pour ces réponses. Effectivement, la question de la crédibilité, on va dire, je mets entre guillemets, mais en tous les cas, du projet qui est porté vis-à-vis des transitions agroécologiques est une bonne question. Et merci en tous les cas. Une autre question, Quentin Mathieu. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'avais deux questions, en espérant que ce ne soit pas hors sujet. D'abord, est-ce que dans votre portefeuille de clients, en tout cas de personnes à qui vous proposez des solutions de financement, est-ce que vous avez une plus grande proportion de sociétés privées ou d'agriculteurs à titre individuel par rapport aux coopératives? Est-ce que vous avez vraiment beaucoup de coopératives dans votre portefeuille de clientèle? Et d'autre part, par rapport à la spécificité des coopératives, vous savez qu'elles ont un besoin important de fonds propres et des capacités assez limitées, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle le dilemme des coopératives. Donc, est-ce qu'on rémunère davantage le produit apporté pour les agriculteurs au détriment derrière des mises en réserve pour des investissements? Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être un élément bloquant pour derrière lever des financements vis-à-vis de ce dilemme justement entre la rémunération des agriculteurs et la capacité à investir? Alors, pour répondre, oui, la majorité des projets que l'on accompagne, effectivement, on accompagne plutôt des exploitations, des agriculteurs individuels. Cela dit, on accompagne aussi des coopératives, dont les exemples que l'on vous a montrés, mais on est aujourd'hui bien évidemment en capacité d'accompagner les besoins de financement des coopératives par le biais du financement participatif, pour tous les avantages qu'il procure, et aussi en termes de capacité de financement. J'entends là, on peut monter jusqu'à 3 millions d'euros, donc ce qui peut répondre à un certain nombre de besoins. L'autre question, pardon, vous parliez de points bloquants, si Mimosa intervient dans un plan de financement? Oui, c'est ça. Enfin, surtout vis-à-vis de la rémunération que vous proposez et donc des taux qu'il peut y avoir derrière. Ouais. Ça peut être un élément de tension dans la gouvernance des coopératives, puisque lors de la distribution du résultat, il y a un choix cartésien qui doit être fait entre la rémunération de l'apport des agriculteurs, des adhérents coopérateurs, et derrière ce que la distribution du résultat vis-à-vis de la dette financière ou de la mise en réserve pour des investissements. Alors, effectivement, le taux d'intérêt qui est proposé chez Mimosa pour les prêteurs, qui est la rémunération des citoyens, est un peu plus élevé qu'un taux moyen auprès des partenaires bancaires. Cela dit, il confère pas mal d'avantages,
en termes de structuration, je l'évoquais, hein, sans caution, sans garantie, du différé d'amortissement, ça on le sait en termes de structuration de financement bancaire, cela a un coût. Et puis, au-delà du financement bancaire, le financement participatif, une collecte, c'est pas que du financement en réalité, c'est aussi une manière de valoriser vos engagements, une manière de communiquer, de faire savoir et faire valoir tout ce que vous faites. Donc, là-dessus, il faut du coup le comparer aussi à cela, à vos actions de communication. Voilà. Donc, le taux, il y a le taux nominal, oui, et puis après, il y a ce qu'on appelle déjà le TEG, si on compare avec un financement bancaire dans lequel on inclut peut-être des assurances, des prises de garantie, d'autres frais, d'une part. Et puis voilà, il y a cet aspect d'une campagne de communication quand vous touchez 300 000 personnes, qui est donc la communauté Mimosa, à minima. Effectivement, c'est à intégrer. D'accord. Je finirai après pour ne pas monopoliser la parole, parce qu'il y a un vrai intérêt et un vrai sujet derrière pour les coopératives et les acteurs en général en transition, de faire comprendre après quand ils commercialisent notamment avec leurs distributeurs, enfin je parle vraiment dans une cadre de relation commerciale, de faire comprendre que le financement de ces transitions, ça génère des surcoûts et qu'il faut aussi derrière les répercuter dans leur activité, dans les produits qu'ils vont vendre tout simplement parce qu'ils sont en transition. Bon voilà, c'était une dernière remarque. Donc c'est important de faire reconnaître ces surcoûts, notamment à travers ce financement et l'intérêt qu'il y a derrière. Merci. Mais effectivement, hein, on a ce sujet, en tous les cas, de la montée en gamme de l'agriculture, en partie via la loi Egalim, et avec aujourd'hui une difficulté de création de richesses, à part pour l'agriculture biologique, où là, il y a encore quand même, on réussit à générer, à créer des revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce souci-là actuellement dans les filières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sinon, moi, je vais en poser une. Tout à l'heure, c'était sur tout ce qui est mesure d'impact. Et on voit que c'est un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur sur tout ce qui est mesure d'impact sur un projet. Et donc, est-ce que chez Mimosa, il y a une volonté de systématiser pour tous les projets que vous accompagnez ces mesures d'impact, que ce soit environnementaux ou sociaux? Oui, tout à fait. En fait, on a réalisé notre première mesure d'impact l'année dernière, sur le 2e semestre, donc au bout de 5 ans d'activité, qui nous a permis d'avoir un certain nombre de résultats que mentionnait Marie. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de systématiser, de muscler cette partie-là au moment de l'analyse et de l'accompagnement des projets, et puis au fil de la vie du projet, avec sûrement un aspect plus scientifique sur la partie, je pense notamment au carbone, par exemple, à la biodiversité. Donc c'est tout à fait les réflexions dans lesquelles on est en ce moment, et on aimerait apporter en fait, on aimerait le faire à la fois pour valoriser les agriculteurs qui passent par Mimosa, et toujours faire de la communication positive sur les transitions en cours dans le secteur. Et puis également, parce que c'est une de nos missions, faire de la pédagogie, de la sensibilisation auprès des consommateurs à travers ces indicateurs. Donc oui, la réponse est oui, et on est en plein dedans. Ok, très bien. Très bonne réponse. Et d'ailleurs, pour compléter la réponse, excuse-moi Benjamin, on travaille aussi avec un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on mène ce genre de collaboration sur des rapports d'impact. Donc on le fait au titre de l'activité de Mimosa, mais on le fait aussi au titre des collaborations qu'on mène. Ok. Il y avait une autre question, Bastien? Oui, je voulais savoir si vous aviez un retour sur les projets déposés, les projets financés en termes de filières concernées. Donc, est-ce que quand on présente des animaux, il y a plus de chances d'être financé parce que voilà, ça parle peut-être plus. Donc, est-ce qu'il y a une prédominance de certaines filières et d'autres moins? Et également en termes de labellisation, de certification. Est-ce que, moi je suis responsable des filières bio, donc la question c'était est-ce que les projets bio ont un taux de réussite plus important que les autres, etc. Et quid des autres certifications? Voilà.
Alors, je pense qu'on a déjà une grande diversité des filières représentées sur Mimosa. Et je laisserai Marie me compléter ou me contredire si elle voit autre chose. Je ne pense pas aujourd'hui que certains projets se financent mieux ou moins bien sur Mimosa. Alors, en tout cas, ceux qui se financent le mieux, ce sont finalement tous les projets agricoles. Mais je vois pas je vois pas de différence. Alors que ce soit quand c'est des projets animaux, mais par exemple même un projet de SICABA, le projet de SICABA d'abattoir mobile qu'on a vu, finalement il s'est très bien financé. Ça a été un projet qui a été un beau succès. Alors même qu'on est sur peut-être une thématique un peu plus complexe à communiquer auprès du grand public, mais en réalité les gens y ont vu le projet de territoire important qu'il représentait. Donc aujourd'hui, j'aurais pas vraiment de données pour différencier les projets. Et ensuite, sur le bio, ça représente une part importante des projets de Mimosa, ça c'est certain. Mais pareil, un projet bio se finance pas forcément mieux qu'un projet non bio. Marie, tu aurais des éléments pour compléter? Non, j'ai le même sentiment que toi. En fait, on a une grande diversité des projets en termes de filières qui sont représentés sur Mimosa. Effectivement, les projets purement agricoles partent très bien et il y a un engouement de la part de la communauté de Mimosa à soutenir ces projets-là. Et oui, sur le bio, je ne dis pas plus que ce que tu as dit. Ouais. Ok, merci pour ces réponses aussi. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Maud, j'ai l'impression que tu avais mis un truc dans le chat, mais eh ben vas-y. Oui, je m'interrogeais justement sur la viabilité de ces projets financiers. Est-ce que vous avez des retours à plus, par exemple, j'ai mis plus 5 ans, mais est-ce qu'il y a des comparatifs en gros sur l'efficacité de ce financement et de ces projets versus d'autres modalités? En fait, c'est compliqué à plus de 5 ans parce que Mimosa a 6 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a attendu l'année dernière pour faire le premier rapport d'impact parce qu'effectivement, on est quand même sur des temps longs vu le secteur dans lequel on intervient. Et donc, on avait attendu, et surtout qu'en plus, aujourd'hui, on vous parle de 4000 projets accompagnés, mais sur ces 4000, il y en a plus de 1000 qui ont été accompagnés l'année dernière. Donc, en fait, on est sur une croissance, une hyper croissance aujourd'hui de l'activité de Mimosa qui fait qu'on a encore peu de recul sur les derniers projets qui ont été accompagnés et encore plus sur le prêt rémunéré, qui est un outil qui est plus récent que le don avec contrepartie. Donc aujourd'hui, les premiers résultats qu'on a, ils sont super encourageants et c'est ceux dont parlait Marie, à savoir l'accès à des opportunités professionnelles, la création d'emplois, le sentiment de confiance, le sentiment de fierté. On sent que ça sort de l'isolement, ça c'est sûr, la collecte en financement participatif. On sent que ça donne confiance, on sent que ça permet d'avoir accès à des opportunités. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus de recul à vous apporter. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est le bon moment pour avoir une mesure d'impact et un suivi vraiment au fil de l'eau qu'on va mettre en place maintenant. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une jeune structure et un jeune accompagnement. Ok, bah merci Sophie pour la réponse. Et ce suivi, en tous les cas, à long terme, dans quelques années, lorsque Mimosa sera un peu plus vieux. Mais ok. On arrive au terme. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais en tous les cas, sinon on arrive au terme de ce webinaire. Une ultime question ou pas? En tous les cas, on vous envoie les slides. Vous avez les contacts de Sophie et de Marie dans les slides, donc n'hésitez pas après à les contacter. Et puis, il me reste à vous remercier en tous les cas pour avoir participé et puis à pouvoir contribuer aussi à ces échanges lors de cette matinée. À très bientôt. Et puis, sur ces questions de transition agroécologique. Donc, merci à tous. Passez une bonne journée et
À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Tout. Au revoir.